Bien, merci d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Nathalie Desrosiers. Je suis la députée provinciale d'Ottawa-Vanier et je suis ici pour présenter un projet de loi qui s'intitule la loi sur la francophonie. Je veux tout d'abord reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, plus récemment des Mississauga de New Credit. Et je veux aussi reconnaître la part des Métis à l'expansion de l'Ontario. La loi sur les services en français a plus de 30 ans et elle a bien besoin d'être modernisée, tout le monde est d'accord. Il y a 30 ans, la loi sur les services en français représentait la fine pointe des idées sur la protection des minorités linguistiques. C'est maintenant le tour de moderniser cette loi pour encore une fois être à la fine pointe des idées sur la protection des minorités linguistiques partout dans le monde. Le projet de loi que je vais déposer dans les prochains jours reflète les changements de la population francophone en Ontario ainsi que l'évolution des idées sur la protection des minorités linguistiques. La francophonie, on le sait, incluant les métis francophones, a joué en Ontario un rôle historique et honorable depuis le 17e siècle. On sait aussi que la Constitution reconnaît le français comme étant une langue officielle du Canada et que le français est une langue officielle de l'éducation et de la justice en Ontario. Depuis longtemps, l'Assemblée législative reconnaît la part du patrimoine culturel de la francophonie et désire le sauvegarder pour les générations qui s'en viennent. L'Assemblée législative a aussi, à maintes reprises, voulu célébrer l'épanouissement de la francophonie. Nous l'avons fait à différents égards. Nous avons maintenant un monument à la francophonie. Nous avions accès à être représentés à l'OIF et nous continuons d'assurer la protection des droits de la minorité francophone. L'Assemblée législative s'engage depuis longtemps à tenter de maintenir et de garantir l'emploi du français dans les organismes gouvernementaux et à la législature. La présente loi fait une modernisation de ça. Elle codifie certaines pratiques, elle clarifie certaines pratiques et elle fixe les balises pour l'évolution de la protection des droits de la francophonie en Ontario. Elle se base essentiellement sur des travaux qui ont été amorcés par l'AGEFO, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, pour célébrer les 30 ans de la loi sur les services en français. Lors de ce colloque, un groupe d'étudiants et un groupe de professeurs, dont mon collègue, le professeur François Larocque, avaient décidé de prendre le crayon et de réécrire la loi pour qu'elle reconnaisse bien comment la population de l'Ontario, la population francophone de l'Ontario s'est diversifiée. Et elle est aussi partout maintenant en Ontario. Comme tous les Ontariens et les Ontariennes, les francophones déménagent un peu partout et ils ont droit à se voir protégés partout en province. Alors, l'essentiel de la loi sur la francophonie, c'est de reconnaître la province de l'Ontario comme étant le bassin de la francophonie et que les droits des francophones s'exercent partout en Ontario. Alors, cette définition continue et se complète par un nombre de principes qui reflètent bien la façon dont l'évolution des droits des Franco-ontariennes s'est exercée au cours des 30 dernières années. Alors, les buts de la loi, c'est d'assurer la protection du français et des cultures francophones, de favoriser le maintien et l'épanouissement de la francophonie, de progresser vers une égalité entre le français et l'anglais dans l'accès aux services et de préciser les obligations des organismes gouvernementaux et des institutions à l'égard de la francophonie. Les services des organismes gouvernementaux doivent être offerts dorénavant de manière égale et de manière proactive en anglais et en français. Alors, c'est un des principes clés de l'avenir de la francophonie que cette offre active. Le concept d'offre active, on le sait, c'est décrit un ensemble de mesures qui s'assurent que les services en français sont clairement énoncés, sont visibles et sont offerts directement aux clients qui se voient offert le choix d'utiliser l'anglais ou le français, plutôt que de
présumé de la capacité des francophones de s'exprimer en anglais souvent. Alors, cette offre active fait partie intégrale des principes qui sont au cœur de ce nouveau projet de loi sur la francophonie. Par la suite, le projet de loi revoit l'ensemble des travaux et des pratiques qui existent présentement à l'Assemblée législative. Évidemment, on a le droit de s'adresser à nos collègues en français ou en anglais. Les projets de loi sont présentés et adoptés en français et en anglais et on invite la législature à commencer à publier tous les règlements en français et en anglais. Je comprends que ça va prendre un peu de temps avant que ça soit mis en œuvre, mais le principe doit être que l'accès à l'information juridique doit être fait en français et en anglais. Beaucoup de progrès ont été faits pour faciliter la traduction de l'anglais vers le français. C'est de plus en plus facile de le faire et plus on le fait, mieux on est et meilleur on est. Une fois qu'on utilise les traductions, elles s'améliorent d'année en année. On a déjà en Ontario des pratiques bien établies pour reconnaître l'exercice des langues officielles devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Alors, ce que le projet de loi fait, c'est codifier un peu les pratiques qui existent et clarifier qu'est-ce qu'une instance bilingue pourrait avoir l'air. Alors, lorsqu'on a une instance bilingue, c'est-à-dire où il y a des participants qui sont francophones et d'autres anglophones, on s'attend à ce que l'appareil judiciaire soit capable d'œuvrer en français et en anglais. Et au lieu à l'occasion, il peut y avoir un besoin de traduction pour les besoins d'une des parties, mais en général, on doit s'attendre à ce que l'appareil judiciaire soit en mesure de poser des questions, de comprendre ce qui se passe en anglais et en français. Et on sait que l'appareil judiciaire est maintenant doté d'un personnel qui de plus en plus est en mesure d'offrir ces services-là. Évidemment, on continue en élaborant ce qu'est le droit au service en français. Alors, on explique que chacun a droit à l'emploi du français ou de l'anglais, conformément à la présente loi, pour communiquer avec un organisme gouvernemental partout en Ontario. Alors, on invite évidemment le processus de désignation, mais malgré tout, pour assurer une certaine flexibilité, on permet à chaque organisme gouvernemental et à chaque institution de développer des plans sur les services en français qui doivent être raisonnables. Alors, tout le reste de la loi, évidemment, soutient cette élaboration de plans raisonnables pour l'accès aux services en français qui doivent être développés, qui doivent être évalués et qui doivent être mis en œuvre. On maintient évidemment l'exercice de coordonnateur des services en français. On ajoute un office de la francophonie. On réétablit le statut du commissaire à la francophonie qui est redevable directement devant l'Assemblée législative et on crée un comité consultatif de la francophonie. Entre autres, je pense que ce que ça fixe, c'est vraiment les balises de ce que l'avenir de la francophonie en Ontario doit espérer, doit vouloir et doit demander. Je suis très fière de le faire et ma collègue la députée Lalonde, j'allais dire, c'est l'ancienne ministre, évidemment, des Affaires francophones, soutient ce projet de loi-là. Nous allons être le coparrainer. Et l'AFO a aussi, va émettre un communiqué de presse plus tard dans la journée parce qu'elle soutient les efforts qui sont faits ici de bien mettre sur la table quels sont les enjeux de la prochaine loi sur les services en français. Je dois avouer que je pense que Mme Simard aussi a été invitée et je pense qu'elle va aussi émettre un communiqué de presse soulignant son appui à cette démarche. Des questions? Oui, il vous reste quelques semaines oui. Ici. Quel est votre espoir, vos ambitions avec ce projet de loi? Souhaitez-vous que quelqu'un le récupère après? Parce qu'il y a peu de chances que ça soit... Oui, ça ne sera pas adopté d'ici demain, mais j'espère que de fait, il va être récupéré. Je sais que l'AFO va continuer de travailler dans cette voie-là. Je le présente parce que je sais aussi que la ministre Mulroney est probablement intéressée à faire avancer le dossier de la modernisation de la loi. Je pense que ce que ça fait, c'est créer certaines balises, donner un nouveau souffle à ce mouvement de modernisation de la loi. Et j'espère que mes collègues vont avoir l'occasion peut-être de le resoumettre et de le débattre l'année prochaine. Ça, c'est du
travail que vous avez fait, vous voulez pas que ça soit perdu. Exactement. On veut mettre la table. Oui, c'est un peu... comme vous savez, moi, je vais quitter mes fonctions probablement à la fin de l'été. Et puis, c'est important, je pense, pour moi, personnellement, de mettre sur la table tous les bons travaux que mes collègues et moi-même avions fait sur d'envisager c'est quoi l'avenir de la francophonie. Quelles sont les nouvelles idées sur les droits linguistiques, sur la protection des droits linguistiques qui font état un peu de travaux qui se tiennent partout dans le monde, sur comment est-ce qu'on protège vraiment une minorité linguistique. Et ce qu'on voit ici, là, c'est un peu cette réflexion-là. Avez-vous eu des discussions avec Amanda Simard pour qu'elle récupère peut-être le projet? Je pense qu'elle est en train de le lire attentivement, puis je sais qu'elle est intéressée par la démarche. Et j'espère qu'elle va s'y intéresser comme projet à long terme. Et j'ai bon espoir aussi que d'autres franco-ontariens, franco-ontariennes, ou même, je pense, ça s'adresse aussi aux francophiles, vont y voir une avancée et un bon effort et une capacité là, d'arriver dans les temps modernes. Là. Je pense qu'on a dépassé un peu les concepts compliqués de régions désignées qui correspondaient bien à la perception des services linguistiques il y a de ça 30 ans. Mais maintenant, les francophones déménagent partout. On a des régions désignées partout. Ici, ça passe évidemment d'un concept géographique à un concept de service et de raisonnabilité des services compte tenu de ce qui est important, ce qui est dans l'intérêt public. Par exemple, les décisions judiciaires, on dit... les décisions judiciaires qui sont dans l'intérêt public, qui sont importantes, devraient être traduites. Celles qui sont moins importantes, bien, c'est peut-être moins important de le faire. Mais si ce sont les décisions de la Cour d'appel, par exemple, qui ont une portée influente sur le droit ontarien, bien, elles devraient toutes être traduites. Mais justement, il y en a qui vont ça va être au cas par cas un petit peu. Là, bien, ça fixe des balises. Je pense que ce que ça va permettre, ça va être chaque ministère va devoir avoir un plan qui va codifier un peu les pratiques existantes pour ne pas retourner en arrière. C'est aussi l'avantage de la loi ici, c'est que certaines pratiques qui pourraient, dans un cadre peut-être de coupure budgétaire, être transformées, deviendraient codifiées selon la loi. Et je pense que ça donne une certaine pérennité à l'offre des services en français. Vous parlez du rôle des municipalités ou de la possibilité pour les municipalités d'offrir des services dans les deux langues, puis le caractère bilingue d'Ottawa est reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'était le projet de loi que j'avais déposé qui a été passé la dernière fois. Alors, la loi reflète évidemment les avancées qui ont été faites dans le cadre de la Ville d'Ottawa. Pour la Ville d'Ottawa, c'est très clair que son règlement, ce que je dis ici, c'est ce que j'avais dit l'année dernière, que son règlement est un règlement en vertu de la loi sur les services en français présentement et donc devient un règlement en vertu de la loi sur la francophonie. Alors, ça assure la pérennité des services en français dans la Ville d'Ottawa. Le gouvernement a été au pouvoir 15 ans. Pourquoi pas l'avoir renouvelé à ce moment-là, moderniser la loi? Bien, je pense que ça demandait un peu un effort intellectuel qui a été commencé par certains de mes collègues l'année dernière et dans le cadre des travaux pour le 30e anniversaire. Alors moi, je suis heureuse de capitaliser un peu sur cet investissement intellectuel de la GFO, des groupes communautaires. Dans le fond, c'est dans un monde idéal ce qu'on appelle la co-rédaction, où on a la communauté francophone qui s'exprime et qui prend en charge un processus de développement législatif pour développer des instruments qui la servent mieux. Moi, je suis d'accord avec ça. Comme législateur ou législatrice, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense qu'on l'a fait avec les communautés autochtones. On devrait le faire davantage avec les communautés autochtones. Je sais que dans certains contextes, on l'a fait avec succès. Et je pense que quand on s'occupe spécifiquement d'une minorité, de l'inviter à prendre la parole, à prendre le crayon, c'est une bonne chose. Vous auriez pu le faire. Là, maintenant, c'est plus difficile, mais avant, c'était possible. Vous étiez là. Oui, bien, je pense qu'on avait affiché l'intention de le faire. Des fois, ça prend un peu plus de temps pour pouvoir ramasser toutes les idées et s'assurer que le projet correspond bien là, et est bien discuté. Alors, moi, j'ai bon espoir que l'évolution des droits linguistiques
en Ontario va continuer et que ça va être une autre étape là, dans l'évolution de ce beau dossier. Oui. Je vous sens sereine. C'est un peu votre chant du cygne, ce projet de loi? Oui, bien, j'ai encore 2 jours là, à défendre mes idées et je n'hésiterai pas à le faire, mais je suis très contente d'avoir l'occasion là, de présenter ce projet de loi-là. Je pense que c'est important pour les francophones d'avoir des représentants franco-ontariens, ontariennes qui s'expriment législativement. Puis, est-ce qu'il y a un chantier à travers ce projet de loi-là qui serait plus difficile à accomplir, selon vous? Bien, je pense que dans un contexte, je pense que la traduction des règlements, ça va peut-être susciter certaines inquiétudes. Je pense qu'on s'améliore de plus en plus parce qu'on utilise le cadre législatif. Une fois que le vocabulaire est déterminé, finalement, ça se ressemble toujours un peu, les règlements. Alors, ce sont un peu là, je pense qu'il y a une question là, de mise à niveau et d'organiser des pratiques de façon plus automatisée, plus normalisée. Ça a été ça, je dirais, l'histoire des droits des services en français, ça a été vraiment de normaliser des pratiques. Moi, je me souviens, ça fait longtemps que je me souviens dans les années 80 d'appeler le gouvernement de l'Ontario. Et si on choisissait peser 1 pour le français, là, on attendait 15 minutes qu'il allait trouver quelqu'un quelque part pour répondre en français. Je me souviens de ça. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'on est capable d'avoir accès directement à des services en français. La plupart des ministères, avec quelques exceptions, ont commencé à bien le faire, à reconnaître qu'ils doivent publier en français et en anglais leurs énoncés de politique, leurs avis aux médias. S'il y a des ratés, ils sont moins fréquents qu'avant. Alors, c'est un processus, je pense, qu'on doit encourager, qu'on doit célébrer. Et c'est un peu ça qui se fait ici. C'est de continuer d'avoir des balises, pas retourner en arrière et d'élaborer là, des nouvelles façons de stimuler, parce qu'il y a un aspect dans cette loi-là qui vise à stimuler l'utilisation du français dans toute la société. Alors, le mandat est un mandat législatif, est un mandat gouvernemental, mais aussi d'incitatif ou de célébration de la francophonie, parce que ça devient de plus en plus facile d'avoir des gens bilingues s'il y a plus de gens qui parlent français dans toute notre société. Bon, bien, merci beaucoup.